Bonjour à vous. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis Dominique Piriot. Un parcours compliqué. Pour être rapide, en fait, j'ai eu 4 vies. Je suis rentrée dans le monde forestier il y a bien longtemps, comme bûcheronne. C'était la seule porte d'entrée pour moi. Mais j'ai aussi effectué des plantations en forêt, j'ai effectué du haut élagage et j'ai aussi travaillé en tant que technicienne en gestion dans le monde privé. Puis pendant une longue période, j'ai été formatrice forestière en exploitation forestière, bien sûr, mais aussi en sylviculture, la culture de la forêt. J'ai été aussi plusieurs années élue locale dans ma commune d'Arradon, et en tant que vice-présidente en charge du parc naturel régional du golfe du Morbihan. Et aujourd'hui, ma quatrième vie d'ailleurs, eh bien, je suis dans le monde associatif, dans plusieurs associations, dont je suis cofondatrice pour certaines, en particulier Climaction. En 2 mots, Climaction a été créé en 2015. Nous étions un petit groupe pour agir face au changement climatique, avec 3 axes principaux: sensibiliser les habitants, les scolaires, les entreprises, les collectivités, promouvoir les initiatives locales positives pour le climat et mettre en œuvre des projets innovants. Le programme Forêt-Climat est un de ces projets, mais j'y reviendrai. Et avant de commencer également, je tenais à remercier Quattro, la médiathèque, pour son merveilleux accueil. Merci également au syndicat du Blavet pour l'organisation de cet événement Blavet au naturel. Alors, les arbres, la forêt et le climat. Aujourd'hui, on parle beaucoup des arbres, beaucoup de la forêt. Symbole de la nature, les arbres nous fascinent. Nous aimons nous promener en forêt et pourtant, elle reste un milieu peu connu, voire mystérieux pour une grande partie d'entre nous. Nous avons bien souvent perdu le lien qui nous unissait à la forêt, aux arbres. Mais aujourd'hui, les catastrophes naturelles que nous découvrons, les tempêtes, les incendies, les dépérissements, la perte de la biodiversité, nous rappellent l'importance des arbres, mais aussi leur fragilité. Face au changement climatique, l'arbre est devenu un enjeu majeur. La solution. Toucher à un arbre devient parfois un sacrilège. Les arbres sont redevenus sacrés. Et aujourd'hui, les différentes crises environnementales, économiques, sociales, mais aussi sanitaires, nous ramènent toutes à notre relation avec la nature, avec les arbres. Tout est lié. Il est donc essentiel de nous reconnecter, d'établir de nouveaux rapports avec la forêt, apprendre à mieux la connaître pour mieux la protéger. Nous sommes donc aujourd'hui face à de nouveaux enjeux, de nombreux enjeux, face aussi aux enjeux de la filière forêt-bois. Comment alors adapter nos forêts, nos arbres et leur permettre de répondre à tous ces objectifs ? Je vous propose de faire un point tout d'abord sur l'évolution des arbres et de nos forêts et leur importance pour le climat. On ne peut pas combattre ou même défendre un système sans en connaître son histoire. Protéger la forêt ne sera également possible que lorsque nous comprendrons que nous en faisons partie et qu'il s'agit aussi de protéger notre espèce. La forêt est peu connue. Combien de Français aujourd'hui pensent par exemple que la surface forestière diminue toujours, ou que les sapins vont remplacer les feuillus, ou même que la forêt est essentiellement publique, gérée par l'Office national des forêts. En réalité, la surface forestière, depuis la Révolution, a doublé. Les résineux, aujourd'hui, ne représentent qu'un tiers de la surface forestière et la forêt appartient en grande partie à des propriétaires privés. En Bretagne, 90%. Donc l'évolution de la forêt en France est liée à sa relation avec les hommes. Cette courbe que vous voyez le montre parfaitement, avec la courbe croissante en noir de la population et décroissante de la surface forestière.
Les relations de l'homme avec la forêt ne furent qu'une longue période de domestication de la nature, comme on le voit. Une alternance au cours des siècles d'exploitation, de défrichement, parfois aussi d'enfrichement, de reboisement, liés aux différents usages du bois et des terres, ainsi qu'au cycle de protection de conflits d'usage, une histoire liée et rythmée par l'évolution des techniques, les utilisations énergétiques, mais aussi la pression démographique, comme on le voit sur ces deux courbes. Quelques périodes importantes à noter sur l'évolution de ces surfaces. On constate la baisse régulière des surfaces forestières dès le néolithique et de manière très importante. L'impact des guerres qui permettront la reconquête de la forêt, tout du moins jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle. On le voit sur cette courbe, les invasions barbares ont permis une légère reprise de la forêt, son enfrichement, et la guerre de 100 ans, on le voit aussi avec une chute importante de la population, a permis à la forêt de se reconstituer. La mortalité de la population et l'abandon des terres agricoles ont permis à la forêt de reprendre en fait le dessus. Des siècles de défrichement. Sur cet exemple, on remarque la rapidité de décroissance des surfaces forestières entre le XIe siècle et le XIVe siècle. C'est assez impressionnant. À noter d'ailleurs que la forêt, au début du Moyen-Âge, est équivalente à la surface forestière française aujourd'hui. Donc toujours les besoins en bois, toujours des besoins en terres agricoles avec une population qui ne cesse d'augmenter. Les forêts sont donc toujours exploitées afin d'augmenter les ressources alimentaires par la mise en culture, mais aussi donc, pour se nourrir, se chauffer, se protéger, pour construire. Pendant plusieurs siècles, l'utilisation des bois de marine, mais aussi la chasse, vont permettre de légiférer et d'assurer de manière ponctuelle une certaine protection sous François Ier et Colbert. Peu d'impact réel en fait sur la surface forestière, mais les premiers semis de chênes qui donneront bientôt plus tard les très belles forêts de Bercé, de Tronchet que l'on connaît actuellement. De nouveaux usages pour le bois. Nous avons vu sur la première courbe un changement majeur à la fin du XVIIIe siècle, l'augmentation pour la première fois des surfaces forestières. Cette augmentation est due à la révolution industrielle et à la modification des usages du bois. La forêt, à l'origine, depuis la dernière glaciation, était essentiellement feuillue. Le bois était partout. Les exploitations de bois n'étaient pas suivies de plantations, donc la régénération se fait par rejet de souches, entraînant un appauvrissement des peuplements forestiers. À la Révolution française, juste avant la révolution industrielle, la forêt n'est que de 7 millions d'hectares, 2 fois moins qu'aujourd'hui, avec une forêt composée essentiellement de taillis et surtout de chênes très pauvres. Avec les nouvelles activités liées à la révolution industrielle, cette structure feuillue de la forêt française ne correspond plus à la demande, qui est essentiellement résineuse, pour la fabrication de la pâte à papier, pour la construction, pour les bois de mine. Le deuxième élément important au XIXe siècle fut la libération des terres avec la déprise agricole. En effet, la disponibilité des terres était le deuxième critère pour entraîner des boisements. Sur ces deux cartes, on voit ces grands reboisements au XIXe siècle. En 1850, une surface forestière qui restait assez faible avec des massifs très très clairsemés. Les grandes opérations vont démarrer à la fin du XIXe siècle. Ils seront liés d'abord à l'assainissement des Landes de Gascogne, l'assainissement de la Sologne, des marais de Sologne avec des pins maritimes et des pins sylvestres,
Les Landes de l'Envaux, tout près d'ici, avec des pins maritimes. Une série d'inondations catastrophiques en montagne entre 1840 et 1856 va amener la création de la RTM, la restauration des terrains en montagne, pour le boissement, également de résineux, bien souvent des pins. Le Massif central également sera boisé essentiellement, on va dire, avec des Douglas. Aujourd'hui, la surface forestière est redevenue ce qu'elle était il y a 4 à 5 siècles. La forêt est cependant localisée différemment, plus étendue en montagne, moins en plaine. C'est une forêt dont la moitié est boisée depuis 2 siècles. Elle présente donc tous les degrés d'artificialisation. La forêt française est une forêt plutôt jeune. Une partie est toujours traitée en taillis avec des réserves. Les restes, en fait, de plusieurs siècles d'usage et également les plantations en ligne de résineux depuis le XIXe siècle. Nous avons également de magnifiques forêts de chênes et de hêtres, ces fameuses forêts cathédrales, principalement dans les forêts publiques. Sur cette carte de France, la partie bleutée à l'est de la France, le nord-est, le sud-est et un peu dans les montagnes des Pyrénées, sont les forêts publiques, les forêts domaniales ou les forêts des collectivités gérées par l'Office national des forêts. Le sud-ouest, avec les landes de Gascogne, avec le Massif central, sont des forêts privées. Les forêts restent essentiellement feuillues, avec plusieurs essences. On voit ici sur ce petit schéma un chêne, un hêtre, un châtaignier, pour environ 65%, et les résineux, les Douglas, les pins, les sapins, pour 35% environ de la surface forestière. Et la surface continue à augmenter. Aujourd'hui, nous avons environ 16 millions d'hectares sur le territoire et environ 30% de la surface du territoire français. Et la surface continue à augmenter, environ 80 000 hectares par an. Le stock de bois augmente également tous les ans, puisque nous exploitons moins que la production. Et les forêts produisent de plus en plus de bois. Avec le changement climatique et l'augmentation du CO2, les forêts produisent de plus en plus de bois. Alors voici une plantation de résineux. La moitié des forêts sont installées, je le disais, depuis 200 ans, à partir de plantations ou de semis. Planter des arbres le même jour a pour conséquence l'installation d'un peuplement régulier, donc des arbres du même âge, où tous ces arbres vieilliront donc ensemble, donnant des peuplements appelés des futaies régulières. Ces futaies régulières sont souvent pures, elles sont constituées d'une seule essence. La France avait alors besoin de résineux, des résineux poussant vite pour répondre à la demande croissante du bois de charpente ou des bois de mine, des bois blancs pour la fabrication de la pâte à papier. Les résineux sont souvent plus blancs. Et afin d'améliorer donc cette efficacité, en termes de gestion forestière, il était préférable de ne choisir qu'une seule essence, plantée en ligne. Et avec la révolution industrielle, l'apparition de la mécanisation, en sylviculture comme en agriculture, permettra de s'appuyer sur du matériel de plus en plus lourd. Une gestion de travaux va donc se mettre en place, un travail du sol, le labour, bien souvent, la mécanisation des éclaircies plus tard, l'exploitation des bois avec des tracteurs de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, l'arasement des souches, la mise en andin, c'est-à-dire mettre en tas les branches qui restent sur la parcelle pour qu'elles soient propres, pour assurer les plantations futures. Des coupes rases,
de grandes parcelles suivront ces plantations en ligne afin de poursuivre toujours la mécanisation des travaux, les dégagements des plants, et tout cela nous donne ces plantations alignées, très fragiles, où toute vie a disparu, ce qu'on appelle aujourd'hui des usines à bois, une nature asservie aux besoins des hommes. Et pourtant, si la forêt est toujours soumise à la demande industrielle, si le taux de boisement est de plus en plus élevé, la France aujourd'hui n'est toujours pas autosuffisante en bois. Le déficit de la filière est toujours important. Nous exportons aujourd'hui le bois vers la Chine, vers l'Espagne. Nous importons des produits semi-finis. Les raisons sont multiples. La forêt française est essentiellement privée, avec des petites surfaces, des propriétaires qui sont souvent âgés, avec de nombreuses difficultés à la fois de gestion et de mobilisation des bois. De plus, en Bretagne, les plantations en baisse ces dernières années amènent des demandes de plus en plus importantes en résineux. C'est à partir des années 1970 que l'on va voir apparaître les premières campagnes contre les enraisinements, contre les coups rases, l'acidification des sols. La sylviculture productiviste dont je parlais tout à l'heure est peu appréciée. Elle est accusée de fermer les paysages, de les banaliser, de dénaturer la forêt, de détruire les équilibres écologiques des écosystèmes forestiers. Et l'urbanisation, en fait, a fait éclore de nouvelles demandes sociales, écologiques. Soumise à l'industrie, elle est aussi un espace de loisirs pour les citadins. Et nous allons voir donc apparaître une opposition frontale entre la logique économique qui a été mise en place et les contraintes environnementales. Mais en fait, la prise de conscience ne se développera que largement, en tout cas, que bien des années plus tard, avec la découverte de la forêt, de ses richesses et de ses fragilités. La société a évolué, la demande de nature est de plus en plus forte. Je me souviens quand j'exploitais ces forêts de résineux dans les années 80, on ne rencontrait jamais d'obstacles, jamais personne ne nous reprochait d'abattre, d'éclaircir ces peuplements résineux. En fait, la prise de conscience n'était pas encore là. Aujourd'hui, les mêmes actions prennent des proportions évidemment tout à fait différentes. Alors, les années 90, et en particulier la Convention des Nations Unies en 92, ont mis en avant d'autres fonctions à la forêt. Avec la fonction de production de bois, on va voir apparaître une demande de protection des sols. En France, nous avons à peu près 400 km de dunes boisées. Nous avons 190 000 hectares de forêts de protection en montagne. On va voir aussi une demande de plus en plus forte de protection des eaux, de protection de l'air. La forêt a aussi un rôle social d'accueil du public de plus en plus important. Et elle est également un site, un accueil pour les espèces animales et végétales. La notion aussi de paysage prend de plus en plus d'importance. On a enseigné cette notion de paysage à la fin des années 90-2000 aux forestiers. L'aménagement doit donc être en phase avec ces nouvelles visions de la société et la priorité va être donnée à la gestion multifonctionnelle. Et on se met à rêver d'une forêt naturelle, sans intervention des hommes, d'une nature sauvage, mais aussi avec la conscience des nécessités de son aménagement et de son exploitation pour la production de bois, ainsi qu'une demande en équipement touristique. La forêt est donc considérée aujourd'hui comme un symbole de la nature, avec cette impression qu'elle est le produit de processus uniquement naturels. Une simple coupe forestière prend alors la forme d'une catastrophe. Et en parallèle, la demande en bois est de plus en plus forte, en bois énergie,
en bois de construction. Et le bois est apparu comme un matériau renouvelable stockant le carbone. Ce décalage entre les points de vue résulte d'une méconnaissance par la société des enjeux liés à la plantation, mais aussi d'une prise en compte nettement insuffisante par les forestiers d'une vraie attente sociale. Certaines pratiques sont montrées du doigt et sont sujets de conflits potentiels, les coups rases, certaines essences et bien évidemment les résineux, mais aussi la mécanisation, les engrillagements. Ces techniques sont considérées comme trop radicales et trop perturbantes. Les mouvements associatifs se mettent en place afin de préserver en fait des parcelles qui doivent être coupées. Et on voit apparaître depuis peu le mythe de la forêt primaire, avec l'objectif de recréer ces forêts qui ont disparu depuis si longtemps. Nous voyons même apparaître depuis quelques années un véritable engouement pour la sylvothérapie. Les stages se multiplient, de nombreux livres détaillent les techniques pour apprendre à voir, pour apprendre à ressentir la forêt, avec plus ou moins de bonheur, il faut bien dire, un essor spectaculaire, souvent plus spirituel que scientifique, avec des extravagances parfois en humanisant à outrance les arbres. Et un livre s'est particulièrement imposé ces dernières années, un livre que j'ai adoré, non pas pour promouvoir la sylvothérapie, mais pour donner à voir les arbres et à voir la forêt avec un nouveau regard. C'est le livre de l'allemand Peter Wollenbeck, Le langage secret des arbres. Je crois que j'ai très mal prononcé son nom. J'espère qu'il m'excusera si un jour il l'entend. Ce livre a mis en particulier l'accent sur la communication entre les arbres grâce aux phytohormones, aux microchamps électriques, aux signaux lumineux. Il a fait découvrir un monde inconnu, un monde sensible et un monde vivant. Une très très belle découverte. Alors, la forêt aujourd'hui face au changement climatique. On sait aujourd'hui que nos émissions de gaz à effet de serre entraînent un réchauffement de la planète. Une augmentation de plus 1,5 degré aujourd'hui, qui revient à faire migrer vers le nord, donc sur plusieurs centaines de kilomètres, pour que l'on retrouve les mêmes conditions de température. En 2050, par exemple, Rennes devrait avoir la même température que Toulouse. Un changement 10 fois plus important que les capacités de migration des essences forestières. Les essences forestières ont toujours migré au fur et à mesure des modifications climatiques, mais sur des temps évidemment bien plus longs. Aujourd'hui, les essences n'auront pas le temps de s'adapter. Le hêtre sur ces deux cartes est un exemple frappant. On voit donc cette migration du hêtre qui s'était développée pratiquement sur toute la France. On a aussi en forêt de Florange, en forêt de Camors, on a de très très belles hêtraies. C'était d'ailleurs une forêt de hêtres avec une production d'ailleurs de sabots. Eh bien, ces hêtres ne supporteront pas les températures que l'on trouvera en Bretagne dans quelques années, et en particulier à la fin du siècle. Les hêtres seront concentrés essentiellement dans l'Est et en particulier dans le Nord-Est ou dans les zones de montagne. Nous allons retrouver également cette migration vers le nord et vers l'est pour les sapins pectinés, qui commencent d'ailleurs à sécher et à disparaître de nos territoires de l'ouest et de nos territoires bretons. Avec ce changement climatique, les catastrophes naturelles se multiplient également, en particulier depuis la deuxième moitié de ce siècle. Des tempêtes dont les dégâts dans les forêts sont de plus en plus importants. En Bretagne, on se souvient de la tempête de 87, mais il y en a eu bien d'autres depuis. Des sécheresses. Depuis plus de 20 ans, les arbres souffrent de la sécheresse en France. Bon, on se souvient des années 75, des années 2003. Aujourd'hui, on remarque une accélération chaque année des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues,
Un arbre en particulier souffre énormément de la sécheresse en France, c'est le chêne pédonculé. Nous avons 2 chênes en France qui sont situés à peu près sur des surfaces identiques, autour de un peu plus de 2 millions d'hectares. Et le chêne pédonculé qui est très présent dans notre bocage, le chêne sessile est plus présent dans les forêts, eh bien le chêne pédonculé ne supporte pas la sécheresse. On le voit déjà dépérir et on craint sa disparition tout simplement à la fin du siècle. D'abord sur les arbres les plus âgés, les plus stressés, et maintenant sur les arbres les plus jeunes. Les arbres en fait peuvent s'adapter à la hausse des températures bien souvent, mais ils ne peuvent pas s'adapter au manque d'eau. On voit également apparaître des incendies dans le sud de la France, bien sûr, avec une végétation inflammable, à cause aussi du manque d'entretien des espaces boisés, mais avec des arbres affaiblis à la fois par la sylviculture, la régularité des peuplements, des peuplements d'une seule essence, et par un contexte évidemment climatique. Une expansion à la fois géographique et chronologique des risques de feu, et la Bretagne aujourd'hui devient une région qui sera très sensible au feu. La Bretagne devient une région très sensible au changement climatique, à la fois pour ces problématiques de feu, pour les problématiques de submersion, pour les problématiques de qualité de l'eau, de sécheresse. Et depuis plusieurs années également, des problèmes sanitaires. Des problèmes sanitaires qui se multiplient et qui entraînent des dégâts absolument considérables. Depuis quelques mois, on parle beaucoup des scolites qui atteignent et qui font mourir en fait tous les épicéas dans l'est de la France. Le frêne est atteint de la calarrhose. Il risque également de disparaître à terme, mais aussi le Phytophthora, qui est un champignon qui atteint les châtaigniers. Les pins maritimes commencent également à souffrir. Enfin, là, une situation absolument catastrophique. Je n'aime pas faire de catastrophisme, mais en termes sanitaires, la situation est vraiment très, très compliquée. Elle concerne une grande partie des essences forestières françaises et pratiquement sur la totalité des territoires. Les forestiers disent que même le chêne sessile, qui est plus adapté au changement climatique, qui supporte mieux les sécheresses, risque de disparaître. Ce serait une catastrophe complète. Et la diminution de la vigueur en fait, de ces forêts qui sont stressées par les sécheresses occasionne le développement de prédateurs également en Bretagne. Tout le monde connaît la chenille processionnaire du pin. On connaît un petit peu moins la chenille processionnaire du chêne, mais qui est également très très qui se développe de manière de plus en plus importante. Et pour couronner le tout, eh bien, c'est l'érosion de la biodiversité. La forêt est un milieu particulièrement riche en biodiversité. Mais la sylviculture que l'on mène depuis maintenant 200 ans, les conditions climatiques qui sont stressantes sont à l'origine d'une érosion très importante de la biodiversité, aussi bien animale que végétale. Et donc, si la forêt française est aujourd'hui en pleine croissance, dont on ne peut que se réjouir, elle ne répond toujours pas aux objectifs que l'on voudrait lui assigner en termes de production de bois, en termes d'accueil du public, et elle reste très très fragile. Elle subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Et si les arbres sont fragilisés par le changement climatique, ils restent cependant nos meilleurs alliés face à la dégradation de notre environnement, face à l'érosion de la biodiversité. Sur cette photo avec ce très très bel arbre donc d'Abibois, Abibois qui a présenté ce petit schéma montrant toutes les fonctionnalités de la forêt et les différentes fonctionnalités des arbres. Je ne vais pas revenir sur tous ces aspects, mais le bien-être, par exemple, on sait, juste un chiffre, que le temps de rétablissement d'un malade, et c'est important aujourd'hui, est réduit de 10% quand sa chambre donne sur un parc et sur des arbres.
Ce sont ce sont des études qui ont été faites dans des hôpitaux. L'arbre, c'est aussi un filtre à air. La concentration de particules dans l'air est 3 fois inférieure dans les rues arborées par rapport aux rues sans arbres, par exemple. La biodiversité, bien sûr, la production de bois d'œuvre, on en parle de plus en plus aussi. La régulation de l'eau, par exemple, les arbres retiennent 20 à 50% des précipitations. Alors on sait que en Bretagne, par exemple, les précipitations n'ont pas diminué, mais c'est leur rythme qui est différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des précipitations bien plus violentes et plus concentrées dans le temps, et l'arbre va réguler toutes ces précipitations. Le sol est une éponge pour recevoir l'eau. Et bien sûr, l'arbre est considéré comme un enjeu majeur face au changement climatique. On dit que la forêt est le poumon vert de la Terre. On parle de l'Amazonie, ce fameux poumon vert de la Terre. Bon, le terme est très fort, mais il n'est pas forcément très pertinent, puisque les arbres, en fait, absorbent et stockent le carbone issu du gaz carbonique et rejettent l'oxygène, c'est-à-dire à l'inverse d'un poumon, tout simplement. Enfin, mais l'arbre et l'humain sont donc parfaitement complémentaires dans leur fonction vitale. Et en fait, la forêt a une vraie capacité d'atténuation des gaz à effet de serre, puisqu'elle contribue à séquestrer environ 70 millions de tonnes de CO2 en France, l'équivalent de 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel. Un arbre stocke en moyenne 20 à 30 kg de CO2 par an. Or, chaque année, un Français émet environ 11 tonnes de CO2. Ça veut tout simplement dire que chaque Français émet chaque jour autant de CO2 qu'un arbre stocke par an. Les arbres restent donc essentiels. Et un hectare de forêt, quant à lui, stocke à peu près 350, plus de 500 tonnes de CO2 si on intègre évidemment les capacités de stockage du sol. Et la forêt, eh bien, j'aime bien ce petit schéma d'Alter. La forêt, ce sont les 3 S. En fait, la forêt, c'est du stockage de carbone en forêt. C'est du stockage de carbone dans la biomasse, dans le sol. 1 mètre cube de chêne ou de hêtre séquestre environ 1 tonne de CO2. 0,8 tonnes pour des pins, pour les Douglas. Les résineux stockent en moyenne, vraiment très globalement, un petit peu moins de CO2. Mais le carbone est également séquestré dans les produits finis, dans la charpente, dans la menuiserie. On donne quelquefois une durée 31 ans pour la charpente, 8 ans pour la menuiserie, mais en fait, le carbone est séquestré pendant toute la durée de vie de nos produits finis. Donc, posséder des meubles en bois, construire en bois, permet aussi de séquestrer le carbone pendant des années. Et puis le bois, c'est également la substitution. Enfin, c'est la substitution du bois par rapport aux autres matériaux qui ont plus d'impact sur les gaz à effet de serre. L'acier, le béton, bien évidemment, le ciment. Le bois est 10 fois moins énergivore également au niveau énergétique et 1 mètre cube de bois évite environ 1 tonne de CO2. Ces 3 S sont essentiels. La forêt stocke évidemment le carbone en forêt, mais on oublie aussi que ce stockage et cette substitution perdurent dans le temps. Alors, quelle réponse apporter face à ces difficultés d'adaptation des forêts face au changement climatique? Comment leur permettre de s'adapter? Comment leur permettre d'être résilientes face au changement climatique? Alors d'abord, il faut multiplier les essences sur une parcelle. Aujourd'hui, il n'est plus admissible de ne planter qu'une seule essence dans une parcelle.
C'est bien la diversité qui favorise la biodiversité, c'est la diversité qui limite la propagation des ravageurs et c'est la diversité qui permet aux forêts d'être résilientes et peut-être aussi d'être plus belles. Bien sûr, installer des essences qui sont adaptées au changement climatique. Aujourd'hui, on sait que le chêne pédonculé, le hêtre, les sapins et malheureusement bien d'autres, le frêne, doivent peut-être être évités dans les régions où les sécheresses sont les plus fortes. Et puis, envisager la production de bois d'œuvre. On n'oublie pas cette séquestration dans le bois. Le bois d'œuvre peut continuer à séquestrer le carbone. L'utilisation en bois énergie ne doit intervenir qu'en dernier lieu. Il est incohérent d'exploiter des forêts pour les faire passer, pour les mettre en plaquettes pour nos chaudières. Aujourd'hui, on doit vraiment produire du bois d'œuvre, le bois énergie bien sûr, mais en tout dernier lieu, pour des bois qui n'ont pas de valeur en termes de menuiserie par exemple ou en termes d'usinage. Et puis le bois de construction, l'orienter de manière évidemment forte, d'autant qu'à l'avenir, les constructions ne demanderont que peu de chauffage. On sait aujourd'hui que nos constructions sont isolées, sont fabriquées avec des qualités technologiques qui nous amènent à en fait pratiquement plus chauffer dans nos maisons. Et puis évidemment, une sylviculture peut-être plus économe en eau, avec des densités plus faibles. Les arbres pompent énormément d'eau. Garder des densités très fortes en forêt deviendra peut-être incohérent, donc peut-être favoriser des densités plus faibles. Et puis bien sûr augmenter la surface forestière en France, mais aussi peut-être prévoir des espaces dédiés, des espaces qui seront dédiés peut-être à la production de bois d'œuvre, des espaces qui sont dédiés à la biodiversité, à la séquestration de carbone, au paysage tout simplement. Je sais qu'en Bretagne, il y a une centaine d'hectares qui vient d'être dédiés justement à la protection de la biodiversité. Des petites parcelles qui ne sont pas productives, eh bien les garder, les mettre en réserve biologique. Et puis pourquoi pas une technique qui est peu répandue en France, qui est la futaie irrégulière. En fait, ces peuplements que l'on a plantés au XIXe siècle, au XXe siècle, nous ont donné des arbres du même âge qui ont évolué en même temps et qui sont donc exploités tous en même temps en coupe rase. Eh bien, pourquoi ne pas envisager aujourd'hui des peuplements dont les arbres ont des âges différents, ont des hauteurs différentes, entraînant une irrégularisation des structures aériennes, mais aussi des structures souterraines. Et cet étagement sera d'autant plus efficace que les essences également sont diversifiées, avec des avantages en termes de paysage, en termes de résilience, c'est-à-dire une capacité à tenir face au changement climatique, avec un meilleur stockage de carbone, avec une régénération qui est permanente et qui n'aboutit pas à ces coupes rases qui sont, ma foi, assez catastrophiques dans le paysage. Alors Climaction, j'en ai dit deux mots tout à l'heure. Climaction, c'est une association qui a été créée avec un objectif d'agir face au changement climatique. Elle a été créée en 2015, l'année de la COP de Paris, par quelques habitants, avec des expertises très diverses.
Son objectif est de mobiliser le plus largement possible tous les acteurs sociaux, tous les acteurs économiques, les acteurs politiques aussi, pour réduire l'impact de notre territoire sur le climat et puis pour l'aider aussi à s'adapter aux conséquences qui sont déjà visibles du changement climatique. 3 axes d'orientation ont été posés. Il s'agit donc de sensibiliser les scolaires avec des programmes WATI, MOBI, de sensibiliser les entreprises, les collectivités aussi. Nous avons un programme Climampact pour ces acteurs, et puis sensibiliser les habitants lors de rencontres, lors d'ateliers. Nous avons une fabrique du climat pour accueillir les habitants, pour accueillir toutes les personnes intéressées à monter des projets à Vannes. Le deuxième axe d'orientation, c'est la promotion. C'est promouvoir les initiatives locales positives pour le climat. Lors d'événements qu'on organise chaque année, un événement qu'on appelle Climat de Fête, où on invite tous les acteurs qui agissent pour le climat, et bien sûr dans un guide que l'on appelle l'éco-local, qui assure la promotion aussi d'acteurs sur le département du Morbihan. Et puis le troisième axe d'orientation, c'est de mettre en œuvre des projets concrets, positifs, innovants, reproductibles aussi sur tous les territoires. Nous avons 7 projets et le projet Forêt-Climat est un de ces axes. Le Climaction, en quelques chiffres, très rapidement, Climaction aujourd'hui, depuis 2015, c'est 600 adhérents. Nous avons 20 administrateurs, nous avons 4 salariés de service civique et puis un jeune en alternance. Nous avons aussi 10 associations adhérentes et nous travaillons en partenariat avec des collectivités, avec des entreprises. Alors le programme Forêt-Climat. Donc pour anticiper et pour accompagner les forêts de notre territoire face au changement climatique et augmenter les capacités de séquestration de CO2, Climaction a lancé ce projet en 2016 environ. Les objectifs sont bien sûr d'augmenter les surfaces forestières afin de séquestrer plus de carbone, avec des essences très diversifiées, adaptées au changement climatique, adaptées au sol bien sûr, pour permettre la biodiversité, mais aussi pour produire du bois d'œuvre. Alors nous avons 6 axes en fait, un accompagnement des propriétaires pour le développement, pour la préparation donc des plantations. Nous organisons avec les entreprises, avec le propriétaire, les plantations et nous assurons également un suivi. Mais nous développons aussi des outils de suivi de la biodiversité. L'idée, évidemment, c'est d'améliorer la biodiversité pour s'assurer que la biodiversité va être améliorée par l'installation de ces peuplements. Nous avons mis en place des outils, des inventaires de biodiversité que nous avons lancés avec des entreprises, avec des associations environnementales, mais aussi avec les étudiants et les étudiants de l'UBS de Vannes en particulier. Nous travaillons aujourd'hui à l'évaluation du stockage de carbone pour calculer quel carbone va être stocké dans ces parcelles. Et nous travaillons aussi à la sensibilisation des jeunes en particulier, mais aussi des habitants, quelquefois aussi le personnel des collectivités qui interviennent sur ces plantations, une sensibilisation au changement climatique, à la biodiversité, avec comme support ces nouvelles plantations. Et ce programme Forêt-Climat, en fait, c'est un vrai projet de territoire. Il regroupe de nombreux acteurs. Alors, bien sûr, les propriétaires, des propriétaires privés, nous avons essentiellement travaillé avec des collectivités qui possèdent des parcelles à boiser et qui souhaitent s'engager dans une vraie démarche de gestion forestière durable.
Nous travaillons également avec des entreprises locales qui souhaitent s'engager financièrement dans ces travaux de plantation forestière, dans le cadre de conventions de mécénat et par la suite dans le cadre de leur compensation carbone volontaire. Nous travaillons bien sûr avec les habitants de ces communes, avec les enfants qui sont toujours partie prenante et qui viennent toujours planter dans ces parcelles. Nous travaillons avec tous les professionnels forestiers, avec les experts, avec le Centre régional de la propriété forestière et bien sûr avec des entreprises de travaux forestiers qui assurent également la gestion de ces travaux et qui sont prêts à s'engager avec nous dans ces projets et qui viennent aussi en appui technique. Nous avons aussi un conseil scientifique avec des forestiers Acclimaction, et nous avons aussi des parrains. Nous avons depuis 2 ans des parrains d'arbres, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent financer des plants, qui achètent ces plants et qui viennent les planter le jour donc des plantations. Ils sont informés et chacun de vous en fait peut acheter des plants, peut offrir des plants peut venir les planter sur un terrain qu'on lui indiquera et il pourra venir voir et suivre la croissance de ces plants. En plus des objectifs de séquestration de carbone, d'amélioration de la biodiversité, chaque parcelle a ses propres spécificités. La qualité des paysages pour certaines, la protection de l'eau sur un périmètre de captage, la production de bois d'œuvre, mais aussi la production de fruits, puisque nous avons planté des fruitiers, la protection aussi des bâtiments, nous avons planté des haies. Donc une vraie belle dynamique de la plantation avec les salariés de l'entreprise mécène, avec des enfants, avec des stagiaires forestiers, mais aussi avec les salariés de la commune, avec des adhérents et avec les parrains des arbres. Les plantations d'arbres sont essentielles, on le sait, pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais elles ne peuvent pas nous exonérer de privilégier aussi et surtout la réduction de nos émissions. Elles doivent être envisagées comme notre contribution à l'amélioration de notre patrimoine forestier. Et en conclusion, nous l'avons vu, la forêt a toujours évolué en fonction de ses relations avec les hommes. Ces relations l'ont complètement transformée. Aujourd'hui, l'arbre est devenu un enjeu de pression important. Son rôle est devenu essentiel. Et nous sommes face à un formidable défi à relever, adapter nos forêts aux changements à venir afin qu'elles nous permettent ainsi d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Je ne doute pas que chacun, habitant, forestier, chacun relèvera ce défi. Merci à vous.